Nimbée de légendes et encore largement inconnue, la péninsule arabique recèle d'innombrables trésors. Des paysages extraordinaires, des royaumes aux traditions immémoriales et des métropoles en pleine expansion. Le tout à quelques heures de vol de l'Europe. Les États du Golfe traversent de profondes mutations qui ont de fortes répercussions sur la vie de leurs ressortissants, et en particulier des femmes. Peu à peu, ils s'ouvrent aux visiteurs qui y découvrent une nature grandiose, des monuments séculaires et un mélange fascinant de progrès et de tradition. Les Émirats arabes unis sont un État fédéral composé de 7 territoires gouvernés chacun par un émir. Ils se sont fédérés en 1971. Les plus connus sont Abu Dhabi, dont la capitale homonyme est également celle de la fédération, et Dubaï, formidable pôle d'attraction touristique. Des villes fantastiques, qu'on dirait sorties de films de science-fiction, s'élèvent aux confins du désert. Là où les dunes s'effacent devant une eau cristalline. Plus de 200 nationalités y cohabitent. À première vue, les Émirats arabes unis ressemblent à un mirage. Mais lorsqu'on s'en approche, l'illusion prend corps. Ces lieux s'avèrent bouillonnants de vie et résonnent de sons étranges. À une dizaine de kilomètres de la métropole d'Ubaiyot, retentit chaque matin un singulier concert de retrouvailles. Les chamelons déblatèrent joyeusement en voyant leur mère rentrer de leur promenade matinale. Au minimum 2 sorties quotidiennes s'imposent pour ces 2 chamelles, dont la liberté de mouvement est assez limitée au sein de la ferme Camélichus. Docteur Suleiman veille à ce qu'elle ne manque de rien. Les petits sont dans le même enclos que leur mère, sans quoi les chamelles ne donneraient pas de lait. Nous ne les séparons qu'au bout d'1 an. Si l'on veut à la fois permettre aux chamelons de téter et pouvoir traire les chamelles, celles-ci doivent avoir les petits à leur côté toute la journée et être à nouveau gestantes le plus rapidement possible. Mais ce mâle est manifestement trop occupé à faire étalage de sa virilité pour s'intéresser à la femelle qu'on lui présente. En extériorisant la partie molle du voile de son palais qui se gonfle comme un ballon, il entend impressionner ses concurrents. Le premier rendez-vous galant de cette jeune chamelle est un échec. Naturellement, la ferme a d'autres mâles à présenter à ses 4000 chamelles. Essai numéro 2. Ce concurrent ne se fait pas prier longtemps. Lorsque la femelle est à nouveau en gestation, elle continue à donner du lait pendant une courte période, environ 3 mois. Ensuite, ses mamelles se tarissent pendant les 10 mois suivants. On ne peut plus en tirer une goutte. La production de lait de chamelle est donc relativement coûteuse, car on ne peut traire au mieux que la moitié des femelles d'un élevage à un instant T. Pour tirer à nouveau du lait des femelles gravides, il faut attendre qu'elles mettent bas. Mais si le lait de chamelle est aussi précieux, c'est aussi pour une autre raison. Il est d'une valeur nutritive exceptionnelle, 5 fois plus riche que le lait de vache en vitamine C, 2 fois moins gras et très pauvre en glucides. De plus, il est très bien digéré par les personnes souffrant d'intolérance au lactose. Les Bédouins connaissent les mérites de cet or blanc depuis longtemps. Aujourd'hui, cet héritage millénaire est exploité par les Émiratis qui tentent de populariser le lait de chamelle par-delà les frontières.
Depuis 2013, Camelicious est autorisé à commercialiser ses produits sur le marché européen. Mais pour l'instant, ses capacités de production ne lui permettent de proposer qu'une palette réduite de produits. Le rendement est trop faible pour que l'entreprise se lance dans un commerce de grande envergure. La quantité de lait varie d'une femelle à l'autre. Elles peuvent donner jusqu'à 20 litres, mais la moyenne se situe plutôt autour de 10 litres. Nous aimons nos chameaux et veillons à ce qu'ils soient heureux et en bonne santé. À seulement 130 km de Dubaï, se trouve Abu Dhabi, le plus grand et le plus riche des 7 Émirats. Monument tout en superlatif, la mosquée Cheikh Zayed est celle qui possède la plus grande coupole du monde. Toute de marbre blanc en provenance d'Italie et travaillée jusque dans les moindres détails, cette mosquée a été édifiée à la demande du défunt émir d'Abu Dhabi. Il a consacré 350 millions de dollars de ses fonds privés à sa construction. Lorsqu'il s'agit de réaliser leurs rêves, rien n'est trop cher pour les riches Émiratis. Les pierres précieuses sont aux femmes émiraties, ce que les sacs à main de marque sont pour les femmes occidentales. Chez le joaillier Amouage, on connaît bien les besoins des dames du pays. Des modèles exclusifs peaufinés à l'extrême y sont élaborés par ordinateur dans une recherche constante d'originalité. Les clientes tiennent à ce que leur parure soit unique au monde. Le plus important, c'est que le design corresponde à notre culture. Mais le bijou doit aussi pouvoir se mesurer à ceux des plus grands joailliers de la planète. Toutes ces pièces uniques réalisées par voie numérique prennent corps à l'atelier. Les pierres précieuses sont toutes travaillées à la main. Chaque artisan possède son stock personnel de gemmes, parmi lesquelles des diamants. Passer 3 jours sur une bague n'a rien d'exceptionnel ici. Ici, les diamants jouent un rôle très important. On en offre à toutes les grandes occasions. Les femmes en reçoivent quand elles mettent un bébé au monde, pour leur anniversaire, quand elles reçoivent un diplôme, quand elles se marient. Les gens n'offrent pas seulement des chocolats ou d'autres petits cadeaux, ils offrent des diamants. L'accueil réservé aux clientes du magasin est de la même qualité que les modèles proposés, et tout aussi personnalisé. Chez Amouage, personne ne fait que passer. On vient uniquement sur rendez-vous. Jawara Al-Bou Al-Nas dirige la plus grande boutique Amouage à Abu Dhabi. Elle se prépare consciencieusement à chaque rendez-vous. Cette jeune femme souhaite acquérir une parure pour son mariage. Le plus important est bien entendu la bague. 2 carats est le minimum des minimums. Il faut que ça brille. Nous sommes particulièrement à l'écoute des besoins des femmes, et surtout des futures mariées, car elles attachent énormément d'importance à ce qu'elles portent à leur mariage, qui est un très grand événement aux Émirats arabes unis. Les jeunes gens désireux de se marier se rendent au salon du mariage de Dubaï pour se renseigner sur les dernières tendances. Ce défilé attire des jeunes femmes de toute la région du Golfe Persique. Aucune ne veut manquer la présentation de toutes ces dernières créations et risquer de faire moins bonne figure que ses amis le jour J. Pour celles qui ne peuvent pas se rendre sur place, tout n'est pas perdu. En suivant le blog de Zina, elles apprendront tout ce que la fine fleur de la société émirati se doit de savoir.
Si à beaucoup d'égards les Émirats semblent étonnamment modernes, en matière d'amour, les mœurs demeurent assez conservatrices. Pour nous, les Arabes, toutes les histoires d'amour sont censées culminer dans le mariage. Et ce jour-là, tout tourne autour de la femme. Elle doit choisir soigneusement sa robe, se faire un soin du visage, se maquiller, mettre des faux cils, se faire blanchir les dents. Tout cela fait partie du jeu. Le choix de la salle est important aussi, ainsi que sa décoration, les lieux de table, etc. Chaque détail compte. Et les futurs mariés doivent y prêter beaucoup d'attention. L'un des passe-temps favoris des femmes émiraties consiste à faire les magasins. Une blogueuse telle que Zina se doit donc d'être toujours au fait des produits dernier cri pour en aviser ses fans. J'ai remarqué quelques très beaux modèles, de robes de mariée notamment. Mais il y a des articles très intéressants du côté des abayas aussi. Beaucoup de belles choses. L'abaya, bien sûr. Ce vêtement que les femmes musulmanes portent par-dessus les autres et qui doit dissimuler leur forme féminine. Souvent, il cache également des habits haute couture. Bien entendu, cet élément indispensable de la panoplie des mariés se doit d'être lui aussi du meilleur goût le jour des noces. Chez le grand joaillier Amouage, la cliente essaie maintenant des colliers. Elle n'a pas encore pris sa décision. Pour cela, elle a besoin de l'approbation de son futur époux. Il s'agit tout de même d'un investissement équivalent à une voiture de moyenne gamme. Ça va chercher dans les 150 000 dirhams. Cela comprend 2 parures intégrales, avec boucle d'oreille, bague et collier à 2 rangées. En moyenne, nos parures pour mariés coûtent entre 100 000 et 500 000 dirhams. C'est-à-dire entre 23 000 et 115 000 euros. Et qui paie? Les deux, l'homme et la femme. Pour un mariage, c'est cependant à l'homme d'offrir. Avec ses 2 parures à 35 000 euros tout compris, le mari de cette cliente s'en tire donc à bon compte. Le futur époux approuve les bijoux sélectionnés, sachant que le goût personnel des mariés n'est pas l'unique critère en jeu. C'est aussi une question de prestige. Le regard des autres participe à la décision. Les femmes reconnaissent les bijoux ou savent en jauger la valeur. Et elles vont les regarder de très près, surtout pendant la célébration qui se déroule exclusivement entre femmes, où elles sont encore plus attentives. Voir et être vu. Un enjeu important ici comme ailleurs, même si cela se passe généralement à huis clos. Et pas uniquement à cause de la chaleur. Seuls 15% des habitants des Émirats arabes unis sont natifs du pays. Les 85% restants sont des travailleurs migrants venus des 4 coins du monde. Ce multiculturalisme a du bon, mais il n'empêche qu'on préfère généralement rester entre soi. Des événements tels que la vente aux enchères annuelle de chameaux à Dubaï, par exemple, organisée par Saïd bin Manana, n'intéressent guère que les Arabes. La vente aux enchères est diffusée à la télévision nationale. Les intéressés peuvent se manifester par téléphone. Les vrais aficionados préfèrent toutefois se rendre sur place pour voir leurs animaux fétiches en chair et en os. On a déjà vu un chameau partir à 2,7 millions d'euros. Et même le moins cher ne pourra se vendre aujourd'hui à moins de 30 000 euros. Les chameaux sont aux hommes ce que les bijoux sont aux femmes. Des articles de luxe que l'on peut s'offrir grâce à l'argent du pétrole et du gaz. Même si les cheikh ont reconnu que les réserves d'hydrocarbures n'étaient pas infinies. Mais l'État a encore assez d'argent pour ses ressortissants qui ne paient pas d'impôts et pour qui l'assurance maladie et l'éducation sont entièrement gratuites. Avec tout l'argent économisé, on peut bien se permettre un petit chameau. Quoi qu'il en soit, Dubaï vit désormais sous perfusion.
il dépend du richissime émirat d'Abu Dhabi, qui possède à lui seul davantage de pétrole et de gaz que tous les autres émirats réunis. Quant aux Émiratis d'origine étrangère, ils paient des impôts très élevés. Pour eux, le coût de la vie est considérable. Cela vaut aussi pour les Arabes venus de l'étranger. Samar et son mari viennent d'Irak. Pour pouvoir mener le même train de vie ici, ils doivent travailler tous les deux et ont peu de temps à consacrer à l'éducation de leurs 2 fils. Ceux-ci fréquentent une école internationale et l'après-midi, une nourrice vient s'occuper d'eux. Elle est indienne et communique avec eux en anglais. Généralement, on parle arabe et anglais, mais dernièrement, on essaye de parler davantage arabe avec les enfants, parce qu'ils sont en train de perdre leur langue maternelle. Ils sont incapables de faire une phrase entière en arabe. Samar n'aime pas cette évolution. Je veux que mes fils sachent non seulement parler leur langue, mais aussi l'écrire et la lire. En raison de la part élevée d'étrangers résidant aux Émirats arabes unis, l'anglais s'est imposé comme la 2e langue officielle de la fédération. Décidé à ne pas laisser mourir la langue arabe, Samar a monté le projet Arabe Rama. Nous vivons dans un pays arabe, mais malheureusement, mes enfants ont complètement perdu leur langue maternelle. Ils sont dans une école privée où l'enseignement est en anglais. Les Émirats arabes unis sont un véritable melting pot, où toutes les nationalités sont représentées. Les enfants ont besoin d'une langue commune pour pouvoir communiquer entre eux. Tous les week-ends, 2 professeurs se chargent d'apprendre ou de réapprendre leur langue maternelle aux enfants d'origine arabe. Mais pourquoi les parents de ces enfants ne leur parlent-ils pas en arabe, au moins à la maison? Je ne pense pas que les parents se désintéressent de leurs racines. Le vrai problème est que nous sommes de plus en plus occupés. Souvent, le papa et la maman travaillent. Nous sommes toujours pressés et tout le monde cherche à améliorer sa situation financière pour avoir une meilleure qualité de vie. Je pense sincèrement qu'ils ne s'attendaient pas à en arriver là, à ce qu'un jour leur enfant ne puisse plus leur répondre en arabe, car ils ne le parlent plus. Les enfants semblent apprécier ces cours très ludiques. Mais parleront-ils un jour aussi bien arabe qu'anglais? Les petits Émirats du Golfe semblent avoir tout investi dans l'avenir. Les allusions visibles aux traditions des Bédouins et autres vestiges du passé sont rares. Même le petit voisin de Dubaï, Sharjah, qui n'a encore jamais mis la main sur un gisement pétrolifère et passe pour le plus conservateur des 7 Émirats, a, sur le plan architectural, des allures de méga-city ultra sophistiquées. On sent toutefois un souffle d'authenticité sur le marché aux oiseaux hebdomadaire, où les affaires continuent à tourner à l'ancienne, même si la marchandise a des allures vaguement artificielles. Quoi qu'il en soit, la vie à Sharjah est nettement plus paisible et surtout considérablement moins chère qu'à Dubaï et Abu Dhabi. Ici, on prend le temps de vivre et bon nombre d'habitants subviennent eux-mêmes à leurs besoins en nourriture au lieu de tout acheter dans des supermarchés hors de prix. La palette de plumage est impressionnante de variété et les marchands exhibent fièrement ce qu'ils ont à proposer. L'emblème des Émirats, le faucon, est le grand absent du marché. C'est un oiseau trop noble pour être vendu de la sorte. Pour en trouver, il faut aller à Abu Dhabi, au royaume de Margit Müller.
Depuis plus de 16 ans, cette vétérinaire originaire de Munich dirige le plus grand hôpital pour faucons du monde. Elle parle maintenant couramment l'arabe et a acquis durement son excellente réputation de spécialiste des faucons. Quand je suis arrivée ici en 2001, il m'a été très difficile de gagner la confiance et le respect des fauconniers et de l'équipe médicale. Les fauconniers n'étaient pas habitués à ce qu'une femme, occidentale qui plus est, propose ce genre de service et leur dise quoi faire. Il a fallu du temps pour établir une relation de confiance. Mais les fauconniers ont fini par se rendre compte que lorsqu'ils m'apportaient leurs faucons malades, les oiseaux survivaient et retrouvaient la santé. Des fauconniers du monde entier font désormais soigner leur animal par Margit Müller. Là, il s'agit d'un examen de routine qui précède la période de mue où l'animal restera dans la volière. La saison de la chasse est terminée. Nous voyons qu'il a de longues serres très acérées, ce qui peut poser problème car il peut se blesser la plante des pattes avec. Nous allons donc les tailler puis les limer de façon à reproduire la forme initiale. Ainsi, il ne risquera pas de se faire mal dans la volière de mue. Pendant ses études, la vétérinaire s'est spécialisée dans la santé des oiseaux de proie. Le soin des pattes de faucon était son sujet de thèse. Chaque jour, une soixantaine de faucons sont examinés et soignés ici. Pour beaucoup, il s'agit de visites de routine. Mais de temps en temps, une grosse opération est de mise. Dans ce cas, c'est toujours Margit Müller qui s'en occupe personnellement. On termine en lui mettant un peu de crème à la vitamine E sur le bout des pattes. C'est bon pour la peau. Petit massage de pied final. L'anesthésie étant très légère, tout doit aller vite. J'examine les oreilles pour vérifier qu'il n'y a pas d'inflammation. À l'extrémité de la langue, il y a un trou. C'est l'accès à la trachée. C'est par là qu'il respire. Vu de l'extérieur, tout va bien. Reste à faire une endoscopie. Aussi gigantesques que soient les villes des Émirats, elles n'occupent que 3% du territoire. Partout ailleurs, c'est le désert. Un paysage unique qui mérite d'être protégé. C'est dans ce but qu'a été créée la réserve naturelle du désert de Dubaï, Al-Ma'a. Elle a notamment permis à une espèce d'antilope en voie de disparition, l'oryx, de stabiliser sa population. Le GAF, arbre national des Émirats arabes unis, a beau résister vaillamment au climat rude et aride du désert, il était lui aussi en sérieux déclin, jusqu'à ce qu'un programme de plantation le fasse à nouveau prospérer. Et si les courses en jeep sur les dunes étaient un loisir très à la mode ces dernières années, de plus en plus de sportifs respectueux de l'environnement se convertissent aux fat bikes électriques. L'idée est née à Dubaï. De nombreux hôtels proposent désormais ces vélos à leurs clients. À l'hôpital pour faucons, Margit Müller prépare l'endoscopie. Le centre abrite également un laboratoire de recherche. L'objectif est de détecter et donc de traiter les maladies à un stade toujours plus précoce. Ces rapaces peuvent coûter jusqu'à 30 000 €. Une somme qui justifie d'investir dans leur santé. Nous allons maintenant réaliser une endoscopie sur ce faucon. C'est-à-dire que nous allons regarder ce qui se passe au niveau des sacs aériens et des cavités corporelles de l'animal pour voir si tout va bien. Le foie, les reins, les poumons. L'endoscopie fait désormais partie des examens de routine. De cette manière, nous avons pu diagnostiquer de nombreuses maladies en phase initiale, ce qui nous a permis de les traiter plus efficacement. La durée du traitement est évidemment bien moins longue que lorsque l'animal présente déjà des symptômes très marqués de la maladie. Et tout ce qu'on peut voir ici est enregistré par la caméra. Là, par exemple, nous voyons les bronches
qui sont situés très en profondeur chez le faucon. Ça, ce sont les sacs aériens, une cavité corporelle, et là, le foie, qui n'est pas tout à fait sain. Les taches noirâtres qu'on distingue signifient qu'on est en présence d'une hépatite. Ce n'est donc pas une hépatite généralisée. Elle est localisée sur un côté. Elle sera d'autant plus facile à soigner. Quand l'orifice est recousu, on ne voit plus rien. C'est l'idée. Les faucons sont des animaux très sensibles. Leur traitement demande une grande délicatesse, notamment pendant la phase de réveil. On les réveille toujours au sol, car ils peuvent alors se mettre à battre frénétiquement des ailes. Ils risqueraient de tomber et de se blesser si on les réveillait sur une table. Et voici le patient prêt à repartir avec son propriétaire. La vétérinaire prescrit quelques médicaments pour soigner l'hépatite. Et pour le reste, il faudra attendre le résultat de l'examen de la formule sanguine et du frottis du jabot. Le docteur Müller entretient un contact étroit avec les fauconniers et les Émiratis la respectent. Je pense qu'il est important de ne pas mener une vie de pur expatrié. J'ai bien sûr une position privilégiée à cet égard dans cet hôpital, car j'entre naturellement en contact avec la population locale. Je connais donc beaucoup d'Émiratis et leurs familles, et c'est fascinant. Un privilège refusé à beaucoup d'étrangers. Les rues de Dubaï grouillent de travailleurs migrants venus d'Inde, du Pakistan, d'Indonésie ou des Philippines, avec lesquels la plupart des Émiratis s'arrangent pour ne pas se mélanger, en évitant soigneusement des lieux tels que les souks du vieux Dubaï. Ils préfèrent faire leurs achats dans des centres commerciaux climatisés de grand luxe, et s'ils ont besoin d'un article qu'on ne trouve qu'au souk, ils peuvent toujours envoyer leurs domestiques. Dans cette société à deux vitesses, presque tout le travail est accompli par des travailleurs étrangers assez mal payés qui n'ont quasiment aucune chance de s'intégrer. Beaucoup d'Émiratis cossus se retirent dans leur quartier résidentiel où ils mènent une vie paisible, en retrait de la réalité multiculturelle de leur pays. De son côté, Fatima Mullah tente de construire un pont entre les deux mondes, celui d'avant et celui d'aujourd'hui. Avec son assistante Amel, la styliste a créé la marque FMM, un acronyme qui signifie « mode moderne pour femmes conservatrices ». Ces collections ont du succès dans la région du Golfe. Tous mes modèles ont un arrière-plan, un deuxième plan et un premier plan. J'aime aussi jouer avec les épaisseurs. Cette robe a eu énormément de succès dans la péninsule. Tout ça, ce sont des flacons de parfum. Je voulais créer un lien entre les flacons d'oud et les fleurs. Depuis que Fatima s'est fait un nom, ses collections s'élargissent. Et depuis peu, elle fabrique également des coques pour smartphones, avec des références culturelles arabes, bien sûr. Un jour, j'ai réalisé que tout ce que je portais avait été créé par un Européen, un Américain ou une marque à laquelle je ne pouvais pas particulièrement m'identifier. Mais je suis arabe, alors mes créations découlent de ma manière de vivre et de ce que j'ai traversé. Fatima vend principalement par Internet. Cela lui permet d'atteindre des femmes du monde entier. Pensée internationale, tout en restant fidèle à sa culture, voilà un savoir-faire qu'on ne peut apprendre nulle part mieux qu'aux Émirats arabes unis. Je ne pense pas que Dubaï ou les Émirats arabes unis se soient construits uniquement sur la culture émirati. Ils sont le fruit d'un mélange de cultures. Personne ne peut le nier. Les systèmes scolaires, la municipalité, beaucoup d'étrangers ont contribué à faire de Dubaï ce qu'il est devenu. Je suis donc très fière d'être émirati, mais également de vivre dans une ville qui abrite plus de 200 nationalités. C'est formidable.
Sur les 9 millions et quelques d'habitants des Émirats, non loin d'1 million sont chrétiens, principalement catholiques. Beaucoup se rendent régulièrement à l'office divin de la cathédrale Saint-Joseph d'Abu Dhabi. Celle-ci est le siège du vicariat apostolique d'Arabie méridionale, qui comprend les Émirats arabes unis, Oman et le Yémen. On y donne jusqu'à 12 messes par jour. Les prêches sont tenues dans plus d'une douzaine de langues, dont l'anglais, l'allemand, le français, l'ourdou et l'arabe. Le regret, c'est ce qu'éprouve l'Éternel quand les liens se rompent entre lui et les hommes. Quand les hommes perdent la foi en Dieu et que les pensées de leur cœur se tournent vers le mal. Alors le Seigneur se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Cette religion étrangère ne peut être pratiquée que dans l'enceinte d'une église ou à la maison. Les lieux de culte chrétiens sont toutefois un refuge spirituel pour une multitude de travailleurs migrants et expatriés qui vivent loin de chez eux. S'élevant vers le ciel lui aussi, sur un îlot artificiel, le Burj Al Arab est l'un des bâtiments emblématiques de Dubaï. Temple de la démesure, cet hôtel contient quelques 10 000 mètres carrés de feuilles d'or et 13 000 mètres carrés de marbre de Carrare et du Brésil. Les aquariums géants des restaurants et de l'entrée de l'hôtel enthousiasment les richissimes clients venus du monde entier. La plupart ignorent ce qui se passe dans les sous-sols de ce luxurieux palace. Le Britannique, Warren Beverstock, y soigne des tortues malades ou blessées, échouées sur les 1300 km de la côte et de la péninsule arabique. Celle-ci est très maigre. Elle nous a été apportée il y a 2 jours. Voyons combien elle pèse aujourd'hui. 1,55 kg. Nous contrôlerons son poids régulièrement pendant toute la durée de son séjour en soins intensifs au Burj Al Arab. Quand nous serons satisfaits de son état de santé, nous la transférerons dans un environnement plus naturel pour qu'elle y achève son rétablissement. Warren accueille chaque jour de nouvelles tortues. Aujourd'hui, il lui en est arrivé une d'Abu Dhabi. La plupart des animaux qu'on lui confie sont malades, ne sont plus en mesure de survivre sous l'eau et échouent sur le littoral. Ces 10 dernières années, Warren a sauvé plus de 800 tortues d'une mort certaine. On en a vu passer plusieurs comme celle-ci, dont les gens ont retiré tous ces petits crustacés, les cirripèdes. Celle-ci est un peu plus grosse. Warren comprend souvent au premier coup d'œil de quoi souffrent les tortues et réussit dans la majeure partie des cas à les tirer d'affaire. Certaines tortues pèsent leur poids en cirripèdes. Imaginez comme il est difficile pour elles de se déplacer avec tout cet encrassement biologique sur la carapace. Pour retirer ces crustacés, il faut beaucoup de patience et de doigté. Ces parasites ne se laissent pas si facilement détacher. Ces bestioles n'aiment pas l'eau douce, alors elles vont mourir et nous allons pouvoir les retirer délicatement sans abîmer la carapace. Leur présence n'est pas douloureuse pour la tortue, mais elle indique que l'animal est malade. Ce n'est pas à cause d'eux qu'il s'est échoué, il était déjà faible. Il n'est pas excessivement maigre, mais il a souffert. Nous allons faire en sorte qu'il se rétablisse et passe de cet état. Tiens-le un instant. À celui-ci. Tandis que les grands pôles touristiques Dubaï et Abu Dhabi sont bordés par les eaux du golfe Persique, ce sont celles du golfe d'Oman qui longent l'émirat de Fujairah. Ici aussi vivent de nombreux travailleurs migrants. La plupart sont employés dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture.
La longue chaîne des monts Hajar s'étend jusqu'en Oman. La plus grande attraction de la région est la petite mosquée Al-Bidiyah, qui serait la plus vieille des Émirats. Construit en 1466, ce petit édifice de gypse et de boue séchée enduite de plâtre est aujourd'hui encore un lieu de pèlerinage pour de nombreux croyants. Fujairah est peut-être le seul émirat qui laisse encore entrevoir comment l'on vivait ici autrefois, avant que la richesse tirée du pétrole et le boom immobilier ne transforment la région en oasis de luxe. Les élèves du projet Arabe Rama reçoivent aujourd'hui la visite de Tata Aïda, auteur de livres pour enfants, qui vient leur présenter son dernier ouvrage. En arabe, bien sûr. Quand j'ai eu des petits-enfants et que j'ai voulu leur parler en arabe, j'ai remarqué qu'ils ne le comprenaient pas. L'arabe est notre langue maternelle. Si on ne le parle pas à la maison, comment veut-on que nos enfants l'apprennent ? On a cherché à savoir pourquoi. Et on s'est rendu compte que la plupart des mamans se sentaient plus valorisées et plus cool si elles ne s'exprimaient pas dans leur langue maternelle. Tata Aïda a décidé d'écrire des histoires plus contemporaines pour que les enfants puissent davantage s'identifier. Et ça fonctionne. J'ai créé ma chaîne YouTube où je lis des contes pour enfants comme une mamie, pour faciliter la tâche aux parents. L'engagement de Tata Aïda et de Samar commence déjà à porter ses fruits parmi les élèves d'Arabe Rama. Parler arabe, c'est cool. Il y a quelques semaines, pour moi, l'arabe, c'était pas cool. Mais ici, j'ai découvert qu'en fait, c'était chouette. Et puis, c'est ma langue maternelle. Avant, je parlais anglais. Maintenant, je parle arabe. J'aime être cool, alors je mélange les deux. Je mets des mots anglais dans mon arabe. Je ne veux pas parler. Arabe Rama vise avant tout à faire passer un message aux jeunes, à savoir que modernité et tradition ne sont pas incompatibles. Au palace Bourj Al Arab, quelques patientes sont de sortie aujourd'hui. Avant de rejoindre la mer, elles sont placées dans des bassins de convalescence. Un premier pas vers la liberté retrouvée. Dans ces eaux protégées, les tortues revigorées font quelques tours d'essai avant d'être autorisées à gagner le grand large. Nous avons pesé ces tortues et jugé qu'elles étaient prêtes à partir. Mais avant, nous allons les surveiller quelques jours dans ces bassins. Celle-ci a l'air bien partie. Les tortues doivent être en mesure de nager et de plonger sans effort. Celle-ci flotte trop. Je ne pense pas qu'on puisse encore la livrer à elle-même. C'est un des problèmes que rencontrent les tortues. Elles souffrent parfois d'une trop grande flottabilité, ce qui les empêche de plonger. Les tortues que j'ai remises à l'eau jusqu'ici ont toutes été capables de descendre au fond du bassin pour fourrager, se nourrir et se reposer. Celle-ci n'en est pas encore là, alors on ne va pas pouvoir la libérer aujourd'hui. On va la garder encore un peu en soins intensifs au Bourj Al Arab. Grâce aux bons soins de Warren, la plupart des curistes du Bourj Al Arab finissent par pouvoir regagner le grand large.
À la ferme Camélicious, la traite du soir va commencer. Le lait récolté sera tout de suite transformé à l'usine. Et pas seulement pour être vendu nature. Les boissons lactées aux fruits sont particulièrement appréciées. Le lait de chamel aux framboises ou aux fraises est idéal pour faire le plein de vitalité. Kouchik Choudhury est responsable de la production de cette usine, équipée des dernières technologies. Nous pasteurisons le lait en le chauffant à 75 degrés, puis en le refroidissant très rapidement pour le porter à moins de 5 degrés. Ensuite, nous le transvasons et nous le stockons à la même température. Dernier né des dérivés du lait de chamel. De la crème glacée au goût gingembre ou cardamome. Nous pensons que ce produit fera un tabac. Le prix est très raisonnable. Nous allons donc le commercialiser et nous verrons bien ce que les gens en pensent. Gourmand et sain à la fois, voilà qui est tentant. Il paraît même que le lait de chamel renforce la virilité. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou un fait. Toujours est-il que les Arabes ont toujours bu du lait de chamel et ils sont forts. Alors qui sait? Lui peut-être. Il doit bien tester ses produits. Oui, oui, je les teste. Le pétrole a fait la richesse des Émiratis, qui l'ont exploité pour réaliser leurs rêves au milieu des dunes, où l'air est si chaud qu'il semble trembler. Les mégacities ultramodernes qu'ils font surgir du désert attirent maintenant des millions de personnes venues des 4 coins du monde.